Les non-dits en direct. Ici, on dit ce que d'autres préfèrent taire. Sans hystérie, sans fioriture. On décortique les déclarations clés, les faits et leurs conséquences, clairement, point par point, pour comprendre ce qui se passe et où ça mène. Si ce format vous plaît, abonnez-vous dès maintenant, mettez un like et laissez votre avis en commentaire. Votre opinion compte. Qui n'aime pas aller à Paris? Je suis allé à Paris l'année dernière. J'y suis allé plusieurs fois dans le passé et c'est toujours formidable. Tout le monde aime toujours pouvoir aller à Paris. Ils ont ces photos. Il y a toujours de grands sourires. Comme les gens que vous voyez à l'écran ici. C'est aujourd'hui à Paris et vous voyez tout le monde. Regardez tous ces sourires. Il y a Ursula von der Leyen. Beaucoup de sourires ici. On dirait qu'ils sont à une grande fête. Je pense que Wittkop va apparaître ici dans une seconde et tout le monde, Keir Starmer, le voilà, et il y a le dirigeant du Canada juste là sur votre écran. Tout le monde est content. Zelensky me serre dans ses bras ou quelque chose. C'est essayer d'organiser une conférence de paix où nous essayons de trouver au moins une sorte de position unifiée de l'Occident pour pouvoir aller du côté russe pour parvenir à un règlement négocié. Nous sommes évidemment sur ce sujet depuis longtemps. Nous sommes maintenant à un peu plus d'un mois d'atteindre la 4e année de cette guerre. Les choses ne se passent pas bien pour le côté ukrainien et pourtant, on doit se demander un peu, face à l'opulence de tout cela, l'aspect visuel en le regardant. Vous savez, c'est formidable à Paris. Tout est grand ici et toute l'histoire de Paris. Tout le monde a l'air si heureux là-bas. Vous ne devineriez jamais que l'Ukraine est en train de se faire arracher les tripes sur la ligne de front, que ses soldats meurent en grand nombre, que ces villes continuent d'être détruites. Et il ne semble y avoir ici la moindre préoccupation à ce sujet ou un quelconque sentiment d'urgence pour autant. Plutôt aujourd'hui, l'ambassadeur américain auprès de l'OTAN, l'ambassadeur Whitaker, est passé sur Fox News pour expliquer quels étaient les objectifs et les espoirs des États-Unis pour cette réunion. Ce à quoi nous devrions nous attendre, c'est vraiment la finalisation de quelques accords. L'un d'eux est la coalition des volontaires qui regroupe environ 50 pays alliés, dont beaucoup au sein de l'OTAN, vont convenir d'un certain cadre de sécurité pour l'Ukraine, et il en va de même pour les États-Unis, à la fois en tant que partie de cette coalition des volontaires et séparément. Et donc cette négociation va être finalisée. Je suppose que ces documents feront finalement signés très bientôt entre l'Ukraine et la coalition des volontaires et tous les partenaires. Et en même temps, cela libère les Ukrainiens et le président Zelensky pour aller conclure l'accord final dans le cadre du plan en 20 points avec la Russie. Et donc, vous savez, nous sommes vraiment très avancés. C'est un grand progrès et vous savez, nous pourrions être au bord d'un accord de paix. Au bord d'un accord de paix, nous avons parcouru beaucoup de chemin, dit-il. Eh bien, je suppose qu'en termes neutres, nous sommes loin. Comme je l'ai dit, nous approchons de la 4e année, de l'achèvement de la 4e année de cette guerre. La paix. La guerre civile qui a eu lieu avant cela a eu lieu 8 ans auparavant. Donc, dans un sens, nous allons de 2014 à maintenant et jusqu'en 2026. Donc, je suppose que dans ce sens-là, oui, nous sommes loin sur la route. Mais sommes-nous sur la route vers une quelconque fin? Maintenant, selon certains documents qui ont été publiés juste avant que nous ne passions à l'antenne ici, après toutes ces réunions à Paris et ces poignées de main chaleureuses et étreintes et visages souriants et tout cela, il y a eu une publication. Et selon ce rapport de Barons ici, les alliés s'accordent sur, je cite, des garanties de sécurité robustes pour l'Ukraine. Selon l'article, les alliés de l'Ukraine ont convenu mardi de garanties de sécurité robustes pour Kiev qui entreront en vigueur après un éventuel cessez-le-feu dans la guerre contre la Russie, ce qui verrait les États-Unis diriger un mécanisme de surveillance de la trêve, voir les États-Unis diriger un mécanisme de surveillance de la trêve, a déclaré le président français Emmanuel Macron. Macron, le premier ministre britannique Keir Starmer et le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky ont signé une déclaration d'intention-tension prévoyant que la Grande-Bretagne, la France et d'autres alliés européens déploient des troupes sur le territoire ukrainien après un cessez-le-feu. D'accord, cela est parsemé de toutes sortes de problèmes ici. Le fait qu'il soit dit, vous savez, après tout d'abord, commençons par le sommet selon le président français Emmanuel Macron. Les États-Unis dirigeraient un mécanisme de surveillance de la trêve. Je n'ai rien entendu de l'ambassadeur américain. Steve Wittkop était présent et Jared Kushner était aussi à Paris. Je n'ai rien vu de leur part parlant du fait que les États-Unis allaient diriger quoi que ce soit. En fait, si tant est que la stratégie de sécurité nationale publiée le mois dernier, de toutes les conversations qui ont eu lieu au niveau des États-Unis, surtout au niveau de Trump, ils ont parlé d'un engagement accru de l'Europe. Le président Trump se vante
depuis de nombreux mois de notre retrait progressif et ils voulaient voir les Européens en faire de plus en plus. Et maintenant, tout à coup, comme l'a dit l'ambassadeur Whitaker, nous allons diriger une sorte d'un mécanisme d'opération, un mécanisme de paix sur le terrain en Ukraine. Oui, si vous pouviez remettre cela en place, c'est vraiment incroyable. Nous allons diriger un mécanisme de surveillance de la trêve. Et qu'est-ce que cela signifie? Je veux dire, le diable est dans les détails, mais les définitions sont également extrêmement importantes. Que voulez-vous dire par diriger un mécanisme de surveillance de la trêve? Quel est ce mécanisme? Voulez-vous dire que des troupes américaines en font partie? La seule chose qui a été spécifiée est que le premier ministre britannique Keir Starmer et Macron ont signé avec Volodymyr Zelensky une déclaration d'intention qui prévoit le déploiement de troupes britanniques, françaises et d'autres alliés européens sur le territoire ukrainien. Mais encore une fois, vous voyez après un cessez-le-feu, et cela remonte au début de l'article, il est dit que cela entrerait en vigueur après un cessez-le-feu. D'accord. Qu'a dit la Russie tout ce temps? Depuis l'inauguration de Trump, ils ont dit qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu. Ils ont dit que la seule façon pour eux d'accepter un cessez-le-feu, quelle que soit la définition du mot, est qu'il y ait un accord pas avant. Ils ont catégoriquement rejeté l'idée qui en soi est valable d'avoir un cessez-le-feu suivi de négociations. Parfois, cela se produit. La Russie affirme qu'ils ont fait cela en 2014, 2015, pour mettre en œuvre les accords de Minsk, et ils ont dit que cela s'était retourné contre eux. Donc, ils ont dit qu'ils ne le feront pas. Donc, peu importe ce qui s'est passé ou non, ce qui importe, c'est ce que les Russes croient et ce que la Russie va faire. Et ce que la Russie fera et ce qu'ils ont fait, c'est de dire pas de cessez-le-feu. Donc, il faut simplement oublier cela dans votre esprit. Il n'y a aucune chance que la Russie accepte un cessez-le-feu et il n'y a aucun moyen de les y contraindre. Nous n'avons pas les moyens de les inciter à en accepter un. Donc, dès le départ, ce que vous dites, toutes ces choses qui devraient se passer après un cessez-le-feu ne se produiront jamais parce que vous n'avez même pas la condition préalable. Cela ne va pas arriver. Il n'y aura pas de cessez-le-feu. Donc, cela rend presque tout le reste caduc. Mais ensuite, regardons à nouveau cette déclaration et examinons la dernière partie. Il est dit qu'ils vont déployer des troupes sur le territoire ukrainien, des alliés européens, français, britanniques en particulier. Maintenant, si vous avez prêté attention, et apparemment beaucoup de gens ne l'ont pas fait, certainement pas en Occident, la partie russe a. Non seulement ils ont été catégoriques sur l'absence de cessez-le-feu, mais ils ont également été catégoriques et répétitifs. Et Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères, a encore dit il y a quelques semaines, si vous mettez des troupes occidentales, spécifiquement des troupes de l'OTAN, et puisque les Français et les Britanniques ont été mentionnés le plus souvent, il a dit oui, vous les mettez là, ils deviendront une cible militaire légitime. Si vous les mettez au sol en Ukraine, ils deviennent une cible militaire légitime, tout comme le sont actuellement les forces armées ukrainiennes. Donc, selon vous, monsieur ambassadeur, que cela se rapproche de... Quelle était l'expression qu'il a utilisée? Nous sommes au bord de la paix, que nous sommes vraiment proches, nous sommes loin sur la voie d'un accord pour parler aux Russes. Mais maintenant, si ce que vous dites est que nous avons un accord de notre côté et que nous allons tous nous réunir, et ensuite nous allons enfin nous mettre d'accord sur ce que chacun est prêt à faire, et ensuite nous irons parler aux Russes, je veux dire, je suppose qu'il y a un peu de validité à cela, mais très peu. Parce que pourquoi voulez-vous vous donner tous mal? Pourquoi voulez-vous avoir toutes ces réunions? Pourquoi voulez-vous traîner cela jusqu'en 2026? Et de toute évidence, il n'y a aucune perspective que cela se termine avant le véritable cap des 4 ans en février du mois prochain, donc le 22 du mois prochain. Quand alliez-vous atteindre le cap des 4 ans, quand vous savez qu'il y a deux choses qui sont une poignée, mais ce sont deux des choses auxquelles les Russes sont catégoriquement opposés, à savoir un cessez-le-feu et pas de troupes d'Europe occidentale, de l'OTAN, dans le cadre de toute force de maintien de la paix. Je veux dire, ils ne vont tout simplement pas. Ils ne l'envisageront même pas. Donc, si c'est pour cela que vous avez travaillé tous ces mois pour parvenir à un plan unifié en Occident, et maintenant ce plan de paix en 20 points qui inclut ces deux choses, vous allez aller en Russie et dire « D'accord, maintenant, commençons à négocier ». Si quelqu'un a ce fantasme en tête que, vous savez quoi, nous allons juste commencer par demander la Lune et ensuite nous reculerons, je veux dire, les Russes diront « Je suppose que c'est bien si vous voulez faire ça, mais notre position n'a pas bougé. Donc, si vous visez la Lune, vous pourriez avoir besoin d'une pelle pour commencer à creuser un peu plus profondément sous le sol, parce que vous n'allez même pas obtenir quoi que ce soit au niveau d'ici, les gens. Vous allez devoir commencer à aller plus en profondeur, même pour descendre là où les Russes sont prêts à commencer à parler. Et ils ont dit cela. Ils ont dit qu'ils étaient prêts à discuter. Ils ont dit, nous aurons un cessez-le-feu tant
que vous vous retirerez de tout le territoire des 4 oblasts qu'ils ont annexés en 2024. Ils ont dit cela si vous retirez toutes vos troupes de là, et cela signifie Kherson, Zaporizhia et le reste du Donbass. Vous faites tout cela et vous démontrez ou donnez l'intention que vous êtes prêt à négocier tout le reste. Il semblerait que cela suffirait. Et à moins que cela ne soit sur la table, peut-être que ça laisse, nous leur accorderons le bénéfice du doute, qui sait. Peut-être que cela fait partie de l'accord, peut-être qu'ils diront d'accord. Mais si ce n'est pas le cas, alors tout ce processus a été une perte de temps complète et totale. Et on doit se demander, les dirigeants de l'Europe occidentale, l'élite, les penseurs de l'élite en position. Je parle de présidents de France, du Royaume-Uni, d'Allemagne, aussi l'Allemagne. Nous parlons du président de la Commission européenne, en gros, le ministre des Affaires étrangères, le diplomate de haut niveau, Kaja Kallas, Mark Rutte, chef de l'OTAN. Est-ce que toutes ces personnes, limitées dans leur capacité intellectuelle, comme cela semble être le cas, ou ont-ils autre chose en tête? Je ne peux honnêtement pas dire. J'hésite à dire qu'ils ne sont pas intelligents. Je veux dire, ils ont, par leur position et la manière dont ils ont progressé dans leur éducation et leur expérience, vous ne pouvez pas dire qu'ils sont stupides. Vous pourriez ne pas être d'accord avec leur position, mais vous ne pouvez pas dire qu'ils sont stupides. Mais je dois vous dire qu'il est difficile de comprendre pourquoi des gens qui ne sont pas stupides passent par tous ces problèmes que je viens de mentionner pendant tant de mois. Cela fait pratiquement 1 an maintenant que Trump est entré en fonction. Quand il a été élu, il était très clair qu'il voulait mettre fin à cette guerre et c'est une rupture dramatique avec l'administration précédente. Trump n'avait pas pu le faire. Il a dit qu'il le ferait aujourd'hui. Et tout cela, nous en avons parlé 100 fois. Mais en fin de compte, son intention reste de mettre fin à cette guerre. C'est la raison pour laquelle Steve Witkoff est là. C'est la raison pour laquelle lui et Jared Kushner se sont rendus à Moscou plusieurs fois. C'est la raison pour laquelle Trump a rencontré Poutine. Donc tout cela, c'est notre intention. C'est pourquoi nous sommes à Paris en ce moment avec nos hauts responsables. Mais quand nous voyons que le monde occidental entier avec l'Ukraine est sur une voie différente de celle qu'il a suivie, on doit se demander pourquoi nous y allons et pourquoi les dirigeants européens passent autant de temps sur quelque chose qui n'a même pas la possibilité d'être accepté. S'ils essayaient juste de prolonger la guerre ou de la maintenir, qu'ils jouaient pour gagner du temps pour une raison quelconque. Je ne sais pas quel temps ils essaient de gagner. Vous voyez une des possibilités théoriques. Eh bien, ils traînent les pieds. Ils font ces choses qui ne semblent pas avoir de sens parce qu'ils jouent en réalité pour gagner du temps. Ils veulent traîner cela pour que... C'est là que ça se gâte. Pour que quoi? Parce que laissez-moi vous montrer ce qui se passe pendant qu'ils font cela. Ici, voici, voyons... Eh bien oui, je vais mettre cela là-haut avec Zelensky, mais voici ce qui se passe aussi. C'est dans le journal et les médias de Kiev aujourd'hui. C'est sur ce que nous vous avons dit dès le début. C'est un vrai problème et tout se résume à la main-d'œuvre. Vous m'avez entendu le dire 100 fois, la guerre concerne les hommes. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de machine. Donc peu importe combien d'argent l'Union européenne a donné à l'Ukraine, peu importe combien de munitions, d'armes, d'outils de guerre, toutes ces choses que l'Union occidentale ou la coalition entière, y compris les États-Unis, toutes ces 50 nations que l'ambassadeur Whitaker a mentionnées il y a un instant, peu importe si vous n'avez pas les troupes. Et ceci, encore une fois, c'est les médias de Kiev aujourd'hui, imposantes, lourdement armées et pour la plupart encore motivées. L'armée ukrainienne est néanmoins physiquement surmenée par la tâche de défendre plus de 1000 kilomètres de lignes de front année après année, contre un ennemi ayant un avantage en puissance de feu, en ressources et une réserve apparemment infinie d'infanterie d'assaut sacrifiable. Si les centaines de milliers d'êtres humains formant la longue chaîne de plus de 100 brigades couvrant cette ligne de front ne sont plus suffisamment nombreux, capables ou motivés pour continuer, même les objectifs de guerre les plus maximalistes de la Russie seront apportés. C'est fou. Vous voyez le gros titre là-bas. Pourquoi l'utilisation efficace de la main-d'œuvre définira qui gagne la guerre en Ukraine cette année? C'est une reformulation. Si quelqu'un avait regardé l'émission Daniel Davis Deep Dive depuis ses débuts en 2022 ou 2020, oui, je pense que 2023 est l'année où nous avons finalement été diffusés. Vous l'auriez déjà su. Donc, cette nouvelle alerte info, ce n'est pas une nouvelle. Nous vous en parlons presque chaque fois que nous abordons ce sujet. D'une manière ou d'une autre, cela semble toujours y revenir et on se demande si quelqu'un dans l'OTAN, si quelqu'un dans la Commission européenne, si quelqu'un à Paris, Bruxelles, Londres, Berlin, quelqu'un lit-il les nouvelles, quelqu'un prête-t-il attention à ce qui se passe en première ligne? Parce que cela semble plutôt être non. Mais si même les médias ukrainiens en parlent, c'est-à-dire le Kyiv Independent, d'ailleurs,
si même les informations de la capitale mettent cela en avant. Et bien sûr, il termine cet article en disant, vous savez bien, nous devons essayer de résoudre cela et c'est difficile. C'est assez intéressant de voir comment ils terminent. Vous savez, ils disent, vous savez, si nous pouvons tourner le coin, si nous pouvons obtenir ceci ou cela, il n'y avait rien de ce genre, vous, laissant à la conclusion que la cavalerie ne viendra pas. Personne ne viendra à la rescousse à la dernière minute. Et d'ailleurs, sur d'autres chaînes Telegram, plus tôt aujourd'hui, il y a de plus en plus d'histoires sur des techniques de plus agressives du groupe en Ukraine qui enlèvent des gens dans la rue. Et ils deviennent de plus en plus audacieux quant aux endroits où ils prennent les gars. Ils deviennent plus agressifs et plus violents. Certaines personnes en Ukraine deviennent violentes contre ces gens. Je crois qu'on les appelle le TCC. Vous n'allez pas pouvoir continuer comme ça. Et bien sûr, qui est motivé quand vous vous faites littéralement enlever dans la rue. Et la seule raison pour laquelle vous vous faites enlever dans la rue et jeter dans une camionnette est parce que tout le monde sait que cela signifie presque que la probabilité est extrêmement élevée au point de devenir probable que vous allez mourir. Vous ne survivez pas. Une partie de cet article ici, si vous voulez le rechercher, il est en ligne. Vous pouvez sur Google le Kyiv Independent. Il parle de, écoutez, nous, et cela ne fonctionne tout simplement pas parce que vous ne pouvez pas obtenir certaines des meilleures unités. Certaines des meilleures unités ont engagé des personnes formées. Comment les Russes appellent les groupes néo-nazis, le corps Azov et certains autres. Il y a quelques unités d'élite qui recrutent des gens, ils les forment, ils ont le temps de s'entraîner avant d'arriver en première ligne, etc. Mais ceux-ci sont rares et ne sont utilisés que là où ils peuvent être décisifs, ce qui signifie que la majorité des gens ici qui vont sur ces lignes de front et combattent dans des endroits comme Mirnograd, à Pokrovsk, dans la région de Zaporizhia et certaines de ces autres villes qui viennent de tomber au cours du mois dernier environ, ce sont des gars qui ne sont pas formés. La chair à canon, et donc les gars qui ont le moins de formation et le moins de compétences se font simplement massacrer, simplement dévorer. Et vous n'avez qu'une poignée de ces brigades d'élite. Les amis, vous ne l'avez tout simplement pas. Donc partout où vous voulez regarder, donc tout ce qui se passe ici, tout ce que Gary vous montre juste là, et je ne sais pas ce que Kerstar dit ici, mais je suis sûr que c'est quelque chose de vraiment émouvant et vraiment dramatique et audacieux et confiant dans tout ce tas de trucs qu'il a beaucoup dit. Vous savez, nous allons une paix juste et durable et blabla. Je parie qu'il dit cela quelque part dans cet extrait sonore. Il n'y aura pas de paix juste ou durable, du moins pas selon la définition de l'Occident, certainement pas selon la définition de l'Ukraine, mais à cause de le refus ou l'incapacité de l'Occident dans son ensemble. Je ne peux pas dire laquelle c'est, mais je peux dire que cela ne fonctionne pas, que vous essayez d'atteindre des conclusions qui ne peuvent pas réussir. Vous essayez de contraindre le côté qui, même selon votre propre analyse, a les ressources nécessaires pour vous surpasser en main-d'œuvre, en économie, en capacité industrielle, en système d'armes, en stock d'armes, tout ce que vous pouvez imaginer. Même avec le meilleur que l'Ukraine fait avec ses drones, et ils font un travail incroyable avec cela. Au pire, c'est égalé par le côté russe. C'est certaines sources le considèrent légèrement équilibré en faveur des Russes. Parfois, ça penche vers l'Ukraine. Ça ne fait aucune différence. C'est un bilan qui s'approche d'une neutralité. Rien d'autre n'est neutre. Tout le reste, la puissance aérienne, l'artillerie, les roquettes, les bombes planantes, l'Ukraine n'a même pas de bombes planantes. Et tout cela est du côté russe. Toute la capacité de production pour maintenir ces ratios au-delà de la capacité de l'Occident tout entier à jamais égaler. Vous ne pouvez tout simplement pas les changer. Ils sont. C'est écrit que l'Ukraine va perdre. Et on se demande combien de temps cela va durer avant que peut-être il y ait une pause et qui sait. Je veux dire, nous ne pouvons pas éliminer la possibilité que les soi-disant élites, au moins le pouvoir élite en Occident, soient au courant de tout ce que je dis ici. Ils sont conscients des problèmes de main-d'œuvre et de toutes les autres choses que j'ai mentionnées. Et ils acceptent que l'Ukraine finisse par être réduite à poussière jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus littéralement maintenir la cohérence de la défense. Et quelque part, le long de ce front de 1000 kilomètres, il y a une brèche et ensuite le côté russe commence à avancer une fois qu'il traverse l'autre, prenant simplement des deux côtés comme une boîte de conserve et commence à la déchirer. Peut-être qu'ils s'en accommodent. Peut-être qu'ils se lamenteront et diront toutes ces choses terribles sur la Russie après cela, mais cela aura un coût assez élevé. Donc, en fin de compte, c'est ici la première fois en 2026 que nous parlons vraiment de cela, pas très différent de 2025, 2024 ou 2023. Tout cela pendant l'offensive de 2023, la contre-attaque,
le côté ukrainien et le côté occidental ont juste continué à se détacher de la réalité et ont fait semblant de ne pas perdre. Et cela continue ici en 2026. Donc, ils font ce qu'ils peuvent. Si l'ambassadeur Whitaker dit oui, nous allons descendre là-bas sur une longue route. Vous êtes loin sur la route et de plus en plus proche de la défaite à cause de notre réticence à reconnaître la réalité. Mais c'est là où nous en sommes. Je veux aborder certaines choses ici à propos de, de la situation vénézuélienne ici, parce que beaucoup de choses vont avec ça. Je voulais vous rappeler une chose cependant. Vous savez que nous n'avons pas de sponsors parce que nous détestons vous assommer avec des publicités. Je ne les aime pas. Alors, montrez un peu d'amour en retour, abonnez-vous, aimez et envoyez cela à quelqu'un qui compte pour vous. Oui, faites cela. Cela nous aide ici. Je le pense vraiment, sérieusement. Et si vous ne vous êtes pas abonné, si vous regardez cela en ce moment, nous apprécierions vraiment si vous preniez juste une seconde pour cliquer sur ce bouton d'abonnement. Et même si vous l'avez fait, et si c'est le 50e spectacle que vous regardez, cliquez sur le bouton j'aime. Je vous le dis, cela nous aide beaucoup plus que vous ne le pensez, ça nous aide à élargir notre vision et à entrer dans d'autres domaines et à diffuser le message pour que plus de gens puissent voir. Je vois que nous avons Larry C. Johnson en bas ici et je suis vraiment content de voir. J'avais peur qu'on allait te rater. Désolé pour ça. Je l'avais noté pour 15 heures. Oh, d'accord. Eh bien, nous venons juste. Probablement que c'est bon pour votre santé mentale que nous n'ayons pas eu à vous faire expliquer pourquoi le côté ukrainien est détaché de la réalité, le côté occidental à Paris et tout ça. Oui. Donc, probablement mieux pour vous que nous ne l'ayons pas fait. Je vous présente mes excuses. Pas de souci du tout. J'adore votre chemise. D'ailleurs, c'est une excellente entrée pour votre premier spectacle de 2026 ici. Donc, j'ai hâte de voir ça. Mais écoutez, je veux vraiment entrer dans cette situation vénézuélienne. Oui. Ici maintenant, parce que c'est un peu, vous savez de quoi tout le monde parle ici, parce que cela a tellement de ramifications, à la fois, nous dans notre propre hémisphère, mais même en Europe et dans cette guerre contre l'Ukraine et la Russie d'ailleurs. Nous allons entrer là-dedans dans un instant. Une autre chose que je veux examiner, c'est l'ensemble. Tout le monde parle de la réussite du côté américain. Cette opération incroyable, ils n'ont perdu personne pour sortir Maduro, etc. Sur votre sonar21.com, j'ai vu quelques éléments qui ont attiré mon attention. Je me demande si vous pourriez nous donner quelques informations. J'avais vu de manière indépendante qu'il y avait probablement quelque chose comme un agent double ou quelque chose où quelqu'un a une taupe à des niveaux supérieurs au sein du Venezuela qui a aidé à faciliter tout cela. Qu'avez-vous découvert? Oui, il y avait disons, le chef de l'un des services de sécurité. Je vais rester sur sécurité, force de l'ordre militaire. Je ne vais pas identifier précisément lequel a été un atout pour l'une des agences à 3 lettres aux États-Unis et a été directement impliqué dans la fourniture d'informations, de preuves et l'organisation pour que la Delta Force puisse entrer et sortir sans risque. Vous savez, je vous ramène opérationnellement à vos jours dans l'armée. Préfériez-vous mener une opération par une nuit complètement éclairée par la Lune ou une nuit sans clair de lune? Oui, définitivement sans clair de lune. Oui, cette opération a été menée en pleine lumière de la Lune. Maintenant. J'ai remarqué cela. Je me suis interrogé là-dessus. Oui, la seule circonstance dans mon expérience, et encore une fois, j'ai travaillé avec GSSOC pendant 23 ans, et la seule fois où il choisirait de mener une opération avec pleine lune, c'est s'il y avait la vie de quelqu'un en jeu et qu'il n'y avait pas, vous savez, vous ne pouviez pas risquer de retard, il fallait agir. Eh bien, il n'y avait pas de pression temporelle pour devoir aller chercher Maduro, je veux dire. Il ne faisait pas ses valises en prévoyant de voler vers Mars. Donc, vous savez, cela en dit long. Il y a eu un petit problème. On dirait que Larry nous taquine ici. Il apparaît, puis il disparaît d'un coup. Voilà. Oh, voilà. Ça s'est débloqué. Désolé, vous avez été figé pendant une seconde. Oui, tous les systèmes de défense aérienne ont été éteints et personne n'a tiré. Maintenant, il semble que quelqu'un ait tiré une sorte de RPG ou de missile solaire tiré à l'épaule. Cela pourrait avoir été une aberration, vous savez, quelqu'un qui n'a pas reçu le message. Mais dans l'ensemble, c'était organisé. Cela, vous savez, ça me rappelle, vous savez, quand je travaillais au département d'État et que nous faisions ces exercices pour ce qu'on appelait l'équipe de soutien d'urgence avancé et l'EF. Le fait se composait d'un élément GSOC, d'un élément FPI, du département d'État, de communicateurs de sécurité diplomatique et d'agents du service extérieur du département d'État et de la CIA. Et le composant CIA était appelé l'équipe de réponse aux incidents à l'époque. Et donc, chaque fois que nous faisions ces exercices, la CIA était connue pour sortir un jour ou deux à l'avance et arranger la scène afin de collecter parfaitement des informations.
Ils n'ont jamais eu à travailler contre une cible réelle. Donc, par exemple, nous sommes à la base aérienne Otty et les méchants, la maison cible était en fait la maison où John Kennedy vivait avec sa famille lorsqu'ils passaient leurs vacances là-bas pendant qu'il était président. Quoi qu'il en soit, la CIA sort un jour à l'avance et s'adresse au commandant de la base en disant « Oui, vous voyez cette clôture de 2 mètres ici, pouvez-vous la retirer? Vous savez, l'enlever pour que nous ayons une ligne de vue. Et vous voyez ces 2 arbres là-bas, pourriez-vous les couper? Et mec, nous avons une collecte parfaite. » C'est ce qui s'est passé samedi. C'était organisé, c'était arrangé, et ils sont entrés et sortis en dansant. Nous avons fait un spectacle. Regardez toutes ces personnes. D'accord. Donc c'est une chose qui m'a vraiment frappé lorsque les images initiales, c'est que, attendez, il y a beaucoup d'hélicoptères ici, et ce sont les actifs les plus vulnérables que nous ayons, et je n'ai vu aucun type de, comme nous le faisons avec, comme nous l'avons vu au Moyen-Orient avec les combats entre l'Iran et Israël, comme nous l'avons vu de nombreuses fois à Kiev et ailleurs. Vous voyez un tir aérien, vous voyez des missiles monter, vous voyez des choses arriver, aller et venir. Je n'ai vu aucun missile allant du sol à l'air et aucun hélicoptère n'a été touché. Donc, ce qui m'a indiqué que probablement rien n'était opérationnel. Mais comment en arrive-t-on à une situation où aucune des défenses aériennes du pays n'est même exécutée? Oui, vous avez quelqu'un à l'intérieur qui vous aide. Alors passez l'ordre, arrêtez. Vous savez, nous n'allons pas réagir, ce qui est arrivé. Maintenant, vous savez. Et comment pourriez-vous obtenir cela? Et c'est aussi ce qui semblait mettre la vie de quelqu'un en danger parce que nous ne pouvons pas être les seuls à poser cette question. Alors, qu'en est-il de ceux qui restent dans le régime qui disent « Et comment se fait-il que personne n'ait tiré là-dessus? Et comment quelqu'un d'autre va-t-il se sentir en sécurité maintenant? » Oui, et mettons de cette façon. La personne qui a pris cette décision est dans une position suffisamment sécurisée pour ne pas être là seul avec une arme de poing. D'accord? Il a suffisamment de soutien. Donc vous savez, c'était juste un spectacle. C'était du théâtre politique où nous faisons semblant d'être les plus grands, les meilleurs. Et vous savez, écoutez, je ne veux pas. Les unités de premier niveau des forces d'opération spéciales des États-Unis, oui, elles ont des capacités incroyables, mais elles ont aussi des capacités limitées. Et vous savez, gouverner une nation, gérer la gouvernance quotidienne n'en fait pas partie. Aller faire un enlèvement, oui, elles peuvent le faire. Mais c'était... D'accord. Donc, Cela n'a pas été fait dans un environnement hostile. Disons ainsi. Cela ouvre une boîte de Pandore proverbiale, mais il y a de vraies questions ici. L'une des choses que nous avons proclamées du haut de chaque poteau téléphonique à Washington, D.C. et devant chaque caméra de télévision est à quel point cette opération incroyable que seule l'armée américaine aurait pu mener à bien est un signal pour tout le monde. Je veux dire de Vladimir Poutine à Xi Jinping, tous ces gens. Et en fait, se moquant spécifiquement des Russes, nous avons eu le secrétaire à la guerre, Petekset, qui a lancé cette pépite. Nous avons vu il y a 3 nuits dans le centre-ville de Caracas, Venezuela, alors que près de 200 de nos meilleurs Américains se sont rendus au centre-ville de Caracas. Il semble que ces défenses aériennes russes n'ont pas très bien fonctionné, n'est-ce pas? Le centre-ville de Caracas a capturé un individu inculpé recherché par la justice américaine en soutien à l'application de la loi sans qu'un seul Américain ne soit tué. Hurrah! Rétablir la dissuasion. Hurrah! D'accord. Donc, le public achète cela, surtout le public occidental, parce que nous adorons ça. Nous nous battons la poitrine et tout. Mais j'y réfléchis. Et bien sûr, ils se moquent de la défense aérienne russe. Oh, elles n'ont pas très bien fonctionné. Ah, c'était terrible, etc. Mais si ce que vous dites est correct, si l'information que vous avez eue et ce que vous avez vu dans les preuves vidéo, c'est qu'ils n'ont même pas tiré. Donc, nous aurions pu subir de lourdes attaques, surtout ces hélicoptères. S'ils avaient commencé à tirer des missiles aériens ou même des missiles tirés à l'épaule, je veux dire, toutes ces choses auraient pu être abattues. Que s'est-il passé? Oui. Non, cela a été fait avec la coopération d'une source au sein des plus hauts niveaux des services de renseignement militaire et de sécurité vénézuéliens, qui était un bon coopérateur et qui a convaincu d'autres. Vous savez, l'argent parle. Et beaucoup de gens ont sécurisé une partie de leurs économies de retraite grâce à cela. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était d'éteindre les systèmes d'armes, de regarder ailleurs, et vous savez, revenir dans 1 heure. Et la vie reprend son cours. D'accord. Donc cela soulève encore une autre question troublante. Si une quelconque version de ce que vous venez de dire s'est produite et les preuves suggèrent que c'est le cas, alors quiconque coopérait de l'intérieur a préparé le terrain pour qu'au moins 32 Cubains soient tués, qui apparemment assuraient la sécurité, au moins selon ce qui a été rapporté, et 80 personnes au total. Oui. Leurs propres gars.
en disant aux gens d'éteindre les choses pour que ce spectacle, comme vous l'avez dit, fonctionne. Nous avons intervenir et beaucoup de choses ont dû être effectivement détruites. Je sais qu'au moins une unité de défense aérienne a été touchée parce que j'ai vu certains des missiles exploser et juste monter dans les débris et tout. Mais je veux dire, cela semblerait être un problème si quelqu'un de l'intérieur avait fait ces appels. Les gens ont baissé les bras, mais beaucoup de gens ont été tués. Comment cela va-t-il se passer au Venezuela? Eh bien, tant que ce n'étaient pas les membres de leur famille, ça ne les dérange pas. Vous savez, ces personnes sont sacrifiables. Vous savez que je suis là depuis assez longtemps. Nous avons vu ce genre de théâtre politique. Vous savez, nous l'avons vu en décembre 1989 lors de l'intervention au Panama. Nous l'avons encore vu avec l'opération Tempête du désert en 1980. Nous l'avons encore vu en 2003 avec l'opération Liberté irakienne. Alors, les premiers rapports, quand ils sortent, c'est une grande histoire, vous savez, faite pour la télévision. Mais nous ne savons jamais vraiment ce qui se passait en coulisses. Et là encore, ça ne tient pas la route. Vous n'obtenez pas autant d'avions et vous savez, si Exet est assez astute pour penser qu'il ne croit sûrement pas ce qu'il dit, qu'il pense que les systèmes de défense aérienne russes ne sont pas à la hauteur pour, vous savez, ne peuvent pas rivaliser avec la prouesse aérienne américaine. Regardez combien de F-16 ont été abattus en Ukraine. Je suis sûr que ces pilotes ukrainiens ou les pilotes américains qui étaient à bord ont une autre histoire à raconter. Alors, mais le problème qu'ils ont maintenant, c'est qu'ils n'ont toujours pas fait de changement de régime. C'est un changement de régime allégé. Maduro est hors jeu avec sa femme. Il va avoir un procès qui va probablement traîner pendant au moins 1 an. Et vous savez quoi? Il pourrait être capable de se défendre de manière embarrassante pour les États-Unis ou forcer les États-Unis à divulguer des informations classifiées. Je veux dire, je sais que la CIA a des informations qui, selon eux, impliquent vraiment Maduro et quelques, vous savez, sales affaires. Mais c'est dans les canaux classifiés de la CIA. Vous ne pouvez pas simplement remettre cela au FBI et le laisser être utilisé. Il doit toujours y avoir une chaîne de possession avec des preuves. Et dans le processus, vous allez exposer des sources, vous savez, qui sont les sources de la CIA qui ont fourni ces informations. Vous savez, est-ce que cela met les gens en danger? Donc, vous savez, vous allez avoir ce spectacle parallèle. Pendant ce temps, vous avez toujours un mouvement chaviste fort. Vous savez, le mouvement Hugo Chavez au Venezuela. Maintenant, vous avez une société divisée. Si les États-Unis décident de déployer des troupes au sol ou du personnel américain au sol pour diriger le Venezuela, le scénario probable est qu'il y aura des attaques contre ces personnes. Certains seront tués, certains seront blessés, et cela sera décrit par les États-Unis comme du terrorisme. Cela sera décrit par les Vénézuéliens qui l'ont fait comme un combat contre des envahisseurs étrangers. Combattant de la liberté. Terrorisme classique ou combattant de la liberté. Mais permettez-moi de vous poser une question. Donc, vous avez mentionné le changement de régime allégé a éliminé Maduro. Mais tout le système est toujours en place, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, ce que le président Trump, je pense Rubio, Exet et un certain nombre d'autres commentateurs ont tous dit, regardez si la présidente maintenant, Rodriguez ou au moins la présidente par intérim, elle doit soit se rallier, soit, comme le dit le président Trump, quelque chose d'encore pire va lui arriver, etc. Et donc, avec l'implication, voyez ce qui s'est passé ici. Maintenant, si vous êtes la présidente Rodriguez, à moins qu'elle ait été impliquée dans cela, et je pense que j'ai vu dans votre Stoner 21 que vous ne pensez pas qu'elle l'était. Non. Je suis avec S allongé. Elle doit se dire, d'accord, je ferais mieux de m'assurer que celui qui dirige ma défense aérienne n'est pas ce type-là, parce que je ne veux pas que cela m'arrive. Comment pourrait-elle désormais faire autre chose que simplement se soumettre à ce que les États-Unis vont imposer ou exiger? Et comment pourrait-elle résister à cela? Eh bien, très facilement. Elle va simplement se tourner à nouveau vers la Chine et vers la Russie. Mais elle se tournera vers des personnes qui sont, appelons-les les durs, au sein du mouvement chaviste, et ils vont commencer une chasse au contre-espionnage. Et n'écartez pas la possibilité que la Russie et la Chine y contribuent. Donc, vous savez, le scénario le plus probable est que le Venezuela va sombrer dans une guerre civile. Les États-Unis fourniront volontiers des armes aux groupes d'opposition et l'établissement en place se défendra. Ils disposent de stocks abondants d'armes. Et supposons que le camp américain l'emporte. Ils prennent le contrôle. Eh bien, les chavistes, ils se retirent simplement dans la jungle. Et si quelqu'un pense qu'il est facile d'éradiquer des groupes de la jungle, il suffit de regarder à côté, en Colombie. Oui, Où c'est exactement ce que j'allais dire. Où les FARC existent depuis 64 ans, malgré de vastes opérations de contre-espionnage, de contre-insurrection avec l'aide des États-Unis. 64 ans. Oui. Donc, comme je l'ai dit,
cela ne va pas étendre l'influence des États-Unis dans la région. Si ce n'est qu'à mon avis, cela va avoir l'effet inverse de galvaniser l'opposition aux États-Unis d'une manière qui n'existait pas auparavant. Le titre que Gary montre en ce moment, je vais revenir là-dessus parce qu'il y a des questions régionales sur lesquelles je veux revenir dans un instant. Alors Gary, garde ça en tête. Avant de quitter même l'implication russe et chinoise ici, ou ce qui s'est passé, je veux regarder spécifiquement la Russie. Parce que j'aime votre point de vue sur leur situation géopolitique dans le monde en ce moment. Parce qu'évidemment, comme je l'ai mentionné avant que vous n'arriviez ici, la guerre est définitivement en leur faveur avec l'Ukraine et c'est déjà résolu. La seule question est de savoir combien cela coûtera au camp ukrainien avant que ce ne soit enfin terminé. Et nous espérons que cela n'entraînera pas l'implication de l'OTAN. Nous en reparlerons un autre jour, mais nous ne pouvons pas ignorer le fait que la Russie a subi quelques revers ici. Donc, avec la perte de Bachar al-Assad, ils ont perdu beaucoup de l'influence qu'ils avaient au Moyen-Orient, ou du moins, elle a diminué par rapport à ce qu'elle était. Et maintenant, si cela tient, et ce n'est pas encore le cas, les partisans de Maduro sont toujours au pouvoir. Donc, nous ne savons pas où cela va aller. Cela ne se passera peut-être pas mal, mais cela pourrait aussi aller là où Trump, ce qu'il a dit vouloir faire, où il est en charge et dirige le spectacle, et dit simplement aux gens quoi faire, et il pourrait expulser les Russes, et tous les accords qu'ils ont eus pourraient disparaître. Donc, cela pourrait être une perte pour la Russie. Que signifierait cela, et que pensent les Russes de la perte potentielle d'influence au Moyen-Orient, et maintenant ici, dans notre hémisphère? Eh bien, vous savez, en fait, ça ne s'est pas passé comme l'Occident l'espérait. Vous vous souvenez, il y a un an, nous envisagions de Bachar al-Assad sous pression, fuyant vers Moscou. Et les États-Unis riaient sous cap. La Russie a perdu, tout comme l'Iran. D'accord, voyons où nous en sommes maintenant. Al-Julani, notre garçon, maintenant connu sous le nom d'Al-Shara, supplie la Russie de rester et offre à la Russie de nouvelles bases en Syrie. Donc, vous savez, l'influence russe là-bas n'a pas diminué. Dans le sud global, la Russie conserve une influence énorme et les actions de Trump sont de plus en plus perçues comme menaçantes, pompeuses et autoritaires. Ce n'est pas comme si les nations faisaient la queue en disant « Oh, Dieu mec, les États-Unis sont formidables, soyons amis avec eux. » C'est tout le contraire. Oui. Donc, en Inde, ce que vous avez en ce moment entre la Russie, l'Inde, la Chine et le Brésil, l'économie de l'Afrique du Sud n'est vraiment pas si importante. Mais avec l'ensemble des BRICS, vous avez un groupe économique bien plus fort en termes de PIB, de croissance économique et de faible ratio d'endettement par rapport au PIB comparé au G7. Je veux dire, les BRICS dépassent le G7 de loin. Et le G7 est en réalité extrêmement faible. Donc, cet effort de la part des États-Unis pour isoler et punir la Russie, je pense que cela se retourne vraiment contre eux. Et les événements de la semaine dernière seront, je pense, vus rétrospectivement comme un autre tournant décisif. Non seulement les États-Unis ont participé à un effort pour tuer Vladimir Poutine, mais les Chinois ont aussi été humiliés par les États-Unis. Rappelez-vous, le diplomate chinois en charge de l'Amérique latine et des Caraïbes a discuté avec Maduro environ 12 heures avant l'attaque. Ils ont fini par parler de coopération, vous savez, de financement chinois. La Chine achetait du pétrole au Venezuela, non pas tant parce qu'elle avait besoin de pétrole vénézuélien, mais c'était comme, vous savez, pour les aider. Assurez-vous que vous savez, pour les aider à contourner les sanctions et autres. Donc, les Chinois vont voir cela avec une grande indignation. Donc, je pense que l'Occident espère que la Russie se retrouve isolée et mise à l'écart, mais selon moi, c'est tout le contraire. C'est les États-Unis qui se dirigent dans cette direction. Eh bien, vous savez, et une chose qui peut aggraver cela, et vous l'avez un peu évoqué il y a un instant, c'est que nous agissons un peu comme des tyrans. Et jusqu'à présent, la soi-disant élite intellectuelle aux États-Unis insiste là-dessus et essaie de le mettre encore plus en avant, comme l'illustre ici Jack Keane, qui dit que le président actuel au Venezuela, Rodriguez, doit faire attention. Il reste à voir si elle va se plier à notre volonté ou non. Si elle ne se plie pas à sa volonté, alors je pense que nous devrons forcer la situation. Nous avons un levier énorme compte tenu du succès de l'opération. Quand vous dites forcer la situation, vous voulez dire forcer les élections, la contraindre, la menacer et l'évincer si nécessaire. Oui, je veux dire, c'est comme dire que oui, leur pays ne compte pas. Toute indépendance ne compte pas. Elle fera soit ce qu'on lui dit, soit nous la forcerons et la tuerons potentiellement. Maintenant, je veux ajouter encore une chose à cela, Gary.
si vous pouvez diffuser celui de Tom Cotton, nous avons là-bas, parce que ça s'étend un peu de là, mais c'est par un sénateur américain en fonction. Quand le président a dit que les États-Unis allaient diriger le Venezuela, cela signifie que les nouveaux dirigeants du Venezuela doivent répondre à nos exigences. Nos exigences sont maintenant ce qu'elles étaient avant, hier, que nous voulons qu'ils arrêtent le trafic de drogue. Nous voulons qu'ils arrêtent le trafic d'armes. Nous voulons qu'ils expulsent les Cubains et les Iraniens ainsi que les radicaux islamiques. Et nous voulons qu'ils reviennent dans le monde civilisé et soient un bon voisin qui contribue à la stabilité, à l'ordre et à la prospérité dans notre propre arrière-cour. Écoutez, tout ce que nous disons, c'est que nous voulons juste que vous soyez un bon voisin, que vous fassiez tout ce qu'on vous dit et que vous ne fassiez rien par vous-même, sinon nous vous tuerons. C'est tout ce que nous demandons. Est-ce trop exigé? Ce type a tout le charme de Luca Brasi du parrain, vous savez. Vous savez, il se promène en faisant des offres que vous ne pouvez pas refuser. Parce que si vous ne faites pas ce que nous disons, vous allez vous retrouver avec une tête de cheval dans votre lit et du sang partout sur vous. Quel groupe de voyous. Et comme si, vous savez, l'Amérique avait une sorte de position morale pour faire la leçon à ces gens. Vous savez, il fut un temps où l'Amérique pouvait s'adonner à la fantaisie que nous avions une sorte d'avantage moral sur les autres pays, que nous ne persécutions pas nos opposants politiques. Eh bien, toute cette affaire du 6 janvier a détruit ce mythe, que nous ne permettons pas la corruption dans notre législature et dans notre gouvernement. Demandez simplement. Je veux dire, ce sont des républicains et des démocrates, Nancy Pelosi, Dan Crenshaw, tous de véritables experts de Wall Street capables de faire croître leur portefeuille. Donc, ce que nous voyons, c'est que les États-Unis ne sont rien de plus qu'un tyran grossier. Nous allons faire plier les gens à notre volonté. Mais quelle est notre volonté? Nous revenons. Vous savez, ces idiots n'ont pas lu le discours que James Monroe a prononcé et que nous appelons la doctrine Monroe. Le cœur et l'âme de la doctrine Monroe était la non-ingérence dans les affaires des autres pays. Et si d'autres pays venaient ici pour interférer, et ce qu'ils entendaient par ingérence, c'est qu'ils essaient d'imposer leur propre système gouvernemental à d'autres pays, alors oui, nous réagirions. Mais à aucun moment dans la doctrine Monroe, cela ne donnait aux États-Unis le droit d'être l'arbitre suprême de ce qui peut et ne peut pas se passer dans cet hémisphère. En d'autres termes, nous n'autoriserons pas le Venezuela à être ami avec la Russie et la Chine, tant que la Russie et la Chine ne viennent pas dire au Venezuela « Hé, nous allons vous imposer notre système et vous feriez mieux de le faire sinon. » Alors que si le Venezuela choisit volontairement d'avoir des relations avec ces pays, cela ne nous regarde absolument pas. Et je sais que la plupart d'entre vous pensent que c'est scandaleux. Eh bien, je vous dis quoi? Alors vous ne croyez pas à la doctrine Monroe. Ce en quoi nous croyons, c'est la doctrine Polk James Kay Polk. Ce président, en 1846, a lancé une guerre contre le Mexique. Rappelez-vous, le Mexique a déclaré son indépendance de l'Espagne en 1810. C'était alors un État indépendant dans l'hémisphère occidental. Et contrairement à notre promesse de ne pas interférer dans les affaires des autres pays, nous avons décidé que le Texas aurait fière allure du côté des États-Unis. Prenons-le. Et prenons le Nouveau-Mexique. Prenons l'Arizona et la Californie. Maintenant, nous avons un président qui parle comme James Kay Polk. Son nom est Donald J. Trump. Oui, et je vais en arriver là. Il parle des autorités animales. Je suis désolé, je suis un peu à court de temps et je ne veux pas manquer cette partie parce que je veux ajouter ce que vous venez de dire là. En parlant du président Polk, je veux dire Trump, il dit que, écoutez, nous allons être là pendant un moment. Combien de temps pensez-vous que les États-Unis vont gérer le Venezuela? J'aimerais le faire rapidement, mais cela prend du temps. Vous savez, nous reconstruisons. Nous devons reconstruire toute leur infrastructure. Leur infrastructure est pourrie. C'est en fait très dangereux. C'est, vous savez, un territoire explosif. Le pétrole est très dangereux. C'est une chose très dangereuse à extraire du sol. Cela peut tuer beaucoup de gens. Cela a tué beaucoup de gens en faisant justement cela. L'infrastructure est vieille, elle est pourrie. Une grande partie est constituée de choses que nous avons mises là il y a 25 ans et nous allons les remplacer et nous allons retirer beaucoup d'argent pour pouvoir prendre soin du pays. D'accord. Alors, toute cette affaire de pétrole, parce que c'est à cela que tout se résume, cela détruit toutes ces affirmations que nous étions là pour la démocratie ou la liberté des gens, ou même la drogue, même pour nous protéger. Rien de tout cela n'a jamais été à propos de cela. C'était à propos du pétrole. Et il a passé toute cette conférence de presse à parler du pétrole, à parler à des experts en pétrole. D'ailleurs, nous allons avoir une émission, je pense jeudi, où nous allons examiner cela en détail pour que les gens puissent approfondir la question. Cela va nécessiter entre 10 et 15 ans d'investissement important en milliards de dollars pour passer des 1 million de barils par jour actuels aux 3 millions de barils par jour, ce qui était le cas ici dans le passé. Donc, vous parlez d'une situation très longue. Si nous pouvons éviter ce que vous avez dit il y a une minute dans toutes sortes d'insurrections,
car certains éléments auront la motivation de s'assurer que cela ne progresse pas de manière pacifique et ils voudront jeter des bâtons dans les roues dans cette situation ici. Mais vous voyez ici l'opposé de la doctrine Monroe et je suis d'accord avec vous sur le fait que ce sous-titre que vous avez mis sur le site sonar2.com a pas parié que 99% des Américains ne savent pas ce que c'est. Et je pense que c'est probablement vrai, car la plupart des gens utilisent simplement la doctrine Monroe pour signifier que nous dirigeons l'hémisphère et que tout le monde doit rester à l'écart. Et comme vous le soulignez, ce n'est pas ce qu'elle disait. Mais maintenant, nous sommes la doctrine Polk, je pense, et je pense que cela valide simplement ce que vous venez de dire. Oui, en fait, nous allons prendre Panama, nous allons prendre la Colombie. Vous savez, si la Colombie ne se tait pas et ne fait pas ce que nous disons, par Dieu, nous allons faire à la Colombie ce que nous avons fait au Venezuela et au Groenland. Et Danemark va te faire voir. Nous prenons le Groenland. À qui cela ressemble-t-il? Cela ressemble plus à Adolf Hitler dans les années 1930 que... Mec, je viens de faire ce point dans mon émission précédente aujourd'hui. Vous, je sais que c'est moche à dire, mais je veux dire, vous le faites vous-même indépendamment. Les preuves sont là. Oui, non, je veux dire ceci. C'est juste comme, quel est le défi si un leader mondial parle de prendre d'autres territoires, peu importe ce que pensent les habitants de ce territoire, et imposer leur volonté? Vous savez, nous appelons Poutine un dictateur pour ses actions en Ukraine. Mais il y a des façons, vous savez, nous pouvons au moins expliquer pourquoi la Russie s'est sentie menacée. Mais le Groenland, depuis quand le Groenland menaçait-il les États-Unis ou Panama, pour prendre un autre exemple? Maintenant, vous savez, il y a un problème avec la Colombie en ce qui concerne le trafic de drogue. Cela dure depuis, bon Dieu, plus de 40 ans maintenant. Vous savez, mon ancien, mon patron était resté dans la division CT, Maurice Busby, quand après avoir quitté son rôle de coordinateur de la lutte contre le terrorisme, il est devenu ambassadeur de la Colombie et était là pendant la chasse à Pablo Escobar. Donc, vous savez, c'était à l'époque. 1992, donc c'était il y a 34 ans. Oui, c'est une chose de longue date, mais ce n'est pas seulement ça, et il est le principal supporté. Et s'il pouvait seulement se maquiller un peu et porter un petit uniforme de supporté, au moins ce serait plus transparent sur ce qu'il fait. Mais mec, as-tu vu Lindsey Graham l'autre soir dans l'Air Force One, où il souriait de toutes ses dents en parlant de cela? Et l'une des choses qui l'a le plus excité, c'est Cuba. La dictature communiste à Cuba prendra bientôt fin. 30% du pétrole pour alimenter l'économie cubaine provient du Venezuela. Encore une fois, nous avons du travail à faire au Venezuela, mais nous y arriverons. Ils seront privés de ce pétrole. Le nouveau leadership issu d'une élection libre et équitable, espérons-le bientôt, va rejeter Cuba communiste. Cuba communiste est une dictature qui a tué des prêtres et des religieuses. Ils ont envoyé des dizaines de milliers de personnes illégalement dans notre pays. Des gens ont fui Cuba en quête de liberté. Les jours de la dictature communiste sont comptés. Il n'y a aucun moyen que la dictature communiste à Cuba survive après la chute de Maduro. Malheureusement, je n'ai que quelques minutes. Je vais devoir interrompre le contact. Oui. Pour aller à un autre spectacle ici. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ce petit pays appelé Cuba, qui peut à peine nourrir son peuple et garder les lumières allumées, ces gens sont-ils si obsédés? Et évidemment, Marco Rubio est le plus grand, vous savez, voyou armé de batte de baseball sur celui-ci. Pourquoi nous soucions-nous tant de détruire Cuba? Parce que nous ne supportons pas quelqu'un qui ne va pas faire ce que nous lui disons de faire. Le summum, c'est le mindset impérialiste. Il faut obéir, sinon. Cela, vous savez, soyons honnêtes, cela provient de notre passé de propriétaire d'esclaves. Vous dites à l'esclave quoi faire. Il ferait mieux de le faire ou vous les fouettez. Et au lieu de cela, vous savez, maintenant nous tournons cela vers le reste du monde. Ce serait une chose de... Nous pourrions dresser la liste de tous les pays qui ont été occupés à attaquer et à tuer des gens dans d'autres pays. En tête de cette liste, malheureusement, se trouve mon pays, votre pays, les États-Unis d'Amérique. Nous avons tellement de sang sur les mains qu'il nous faudrait une éternité pour essayer de le nettoyer. Et cette ferveur aux États-Unis ou parmi nos dirigeants comme, vous savez, appeler Lindsey Graham un leader est une obscénité. Mais parmi des gens comme Graham et Jack Keane, et maintenant Donald Trump et Tom Cotton et Marco Rubio et la liste, ils aiment tuer ces autres personnes sans aucun regret d'avoir pris des vies humaines. Et cela nous définit en tant que société. Nous n'avons aucun respect pour la vie humaine. Oui, je ne peux pas m'empêcher de parvenir à cette même conclusion inévitable. Eh bien, en fait, je suis désolé, je vais devoir partir tout de suite. J'aimerais aller plus loin. Mes excuses pour avoir mal compris le planning. Pas de souci, mec. Nous vous recevrons dès que possible, car il y a beaucoup plus de choses que je veux aborder avec vous. Donc, j'attends cela avec impatience. Et à tous, rendez-vous sur sonar21.com.
Lisez ces articles et partagez-les avec tout le monde, surtout celui sur la doctrine Monroe. C'est quelque chose dont les gens doivent entendre parler. Dans le bruit des écrans, les ombres font la loi. Des titres qui s'allument puis s'éteignent sans voix. On lit entre les lignes, on suit le fil discret. Les mots qu'on n'a pas dit, les gestes qu'on promet. La nuit porte des preuves, des signes à moitié. Un chiffre, une image, un regard détourné. Si tout semble clair, c'est peut-être un décor. Nous on cherche la faille et la vérité dehors. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel surgit. Des promesses en coulisses, des mains sous la table. Des versions officielles, trop lisses, trop hables. On compte les secondes, on suit les trajectoires. Les cartes se déplacent et changent d'histoire. Un port, un ciel chargé, un message chiffré. Des alliances qui craquent, des pactes déchirés. Si l'info te traverse comme un courant sans fin, ici on la ralentit pour voir ce qu'elle peint. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel surgit. On ne vend pas des peurs, on cherche des repères. On sépare le bruit des faits, la scène du mystère. Chaque phrase a son prix, chaque silence un poids. Mais la vérité respire quand on tient le cap droit. Regarde bien la trame, derrière le spectacle. Les détails sont des clés et les angles des actes. Si tu veux comprendre au lieu de simplement croire, reste avec nous, on remonte le miroir. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel sur